Thank you, Joshua. Merci également au chef Chanouche, à Madame Danielle Guimont, à Monsieur Luc Tremblay et à Madame Andréane Boisvert. Je vais animer le panel en français. Moi, j'aime bien alterner entre le français et l'anglais, mais ça rend les choses difficiles dans une grande salle comme ça à cause des écouteurs. Alors, ça va être principalement en français, avec des échanges avec le chef Chanouche en anglais. Et je vais aussi m'assurer que tout se passe de façon très, très fluide. Je me présente rapidement. Je suis Anishinaabe de la Témiscamingue First Nation, mais j'habite à Val-d'Or avec ma famille. D'ailleurs, en quittant Val-d'Or ce matin, c'était encore la panne. Ils n'avaient pas encore établi le courant. C'est pour cette raison que moi, je voulais me présenter devant vous avec une belle barbe de 3 jours fraîchement taillée. Là, j'ai mon look loup-garou. Mais cela dit, je suis très conscient que ce petit désagrément est mineur, voire insignifiant, à côté de ce qu'ont vécu des communautés entières l'été dernier, des communautés qui ont dû être évacuées, avec toute l'inquiétude de laisser derrière tout ce qu'on possède, sans avoir l'assurance que ça va encore y être au retour. Le sujet, vous l'aurez deviné, ce sont les feux de forêt. Bienvenue donc à cette conférence sur le thème crucial des incendies de forêt, plus particulièrement sur les événements de l'été dernier. Comme nous le savons tous, l'été 2023 a été marqué par des incendies sans précédent dans le nord du Québec, causant une dévastation majeure et exigeant des efforts d'intervention rapides et coordonnés. Nos panélistes ont été à l'avant-garde de la gestion de leur impact et de l'élaboration de stratégies de prévention et d'atténuation. La diversité de leur expérience et de leur expertise nous permettra de mieux comprendre les défis rencontrés, les leçons apprises et les étapes nécessaires pour se préparer et répondre aux futurs incendies de forêt. At this time last year, you were all out on the field managing forest fire logistics. Today, we're delighted to be able to benefit from your experience. My first question is for you, Chief Chanouche. You had to make the very difficult decision to evacuate your community. Some 700 people were evacuated to Rouyn-Noranda. So when you had to make that decision, what was going through your mind? And more concretely, what did it involve, especially in terms of logistics? So, we've had our share of forest fires in the past, in the past 3 decades. We had a forest fire when we got evacuated in 2003, 2013, and last year of 2023. And we know, based on the conditions when you live in James Bay, weather is unpredictable, so the wind can switch on you at any time. So that comes into a consideration. In 2003, we had a small experience. We had a small fire, but that escalated to be one of the biggest fires, that year. It cleared 80% of the forest in East Main territory, and it was 20% intact, which was in and around East Main. So in its path, it cleared a little over 20 cabins that year. So as I had mentioned, we've had our share of experience, and we learned from what happened, what we experienced in the past. And in 2023, I know it was unprecedented. We've had conditions and challenges in the USC that we've never seen before. Even, back home, so we were in a preparation mode. And I just got in as chief. And luckily, like in the previous years, I've always been involved in the review of the emergency measures plan, when it came to forest fires. And prior to spring and after spring, from our local experts, they informed us right off the bat that it was going to be a dry season. So we took that into consideration, and that was confirmed by Environment Canada later on.
So we called a session with our emergency team leaders just to prepare, just to review and evaluate our emergency measures plan and to try and keep up to date. So one of the things that we wanted to make sure that we were on top on was to make sure that our phases, 1, 2, and 3, were up to date. The list was there. So we just wanted to make sure with our clinic, the people that were involved from that end, so that they had everybody accounted for. So as you know, during the summertime, there's always construction companies that come into town, and tours, and also families from outside, just so that we just wanted to make sure we had that list ready. The capacity that we had, so we wanted to take a look at it. So we looked at the transportation means, okay, both external and internally, just in case if we should call for an emergency. The teams that we had in the Forest Fire Department, the fire department, EU Police Force, public security, the rangers, the volunteers, all the equipment that we had, any material from the administration, when it comes to finance administration, our IT. So we also looked at the animal control. We made contact with Indigenous Service Canada to set things, on a prep mode. So we were in contact with SOFU. So we took closely at the cabins that were on the access road, so the condition and everything. We spoke to the tallyman just to make sure, if we should mobilize, we knew what to do. And so most importantly, I think it was the communication plan that we had. So we wanted to make sure that we had the communication plan in place. So we wanted to make sure that we communicated with the members, that they were fully aware of what was going on, and any risk factors that were involved. So we wanted to address our strengths and our weaknesses in the whole discussion that we had. And at the end of this session, so when we had everything reviewed and updated, so we put our team on alert. And that was important. And again, so we wanted to make sure that we had somebody to document, our meetings. So we got somebody to take care of that and everything that transpired from there on. So the initial fires, when they started in the Abitibi region, and so we kept tab of them. We had a little over 100 members from our community that participated in the event in Gatineau. So we always had sessions with our PSO and so forth just to analyze and assess the situation in the Abitibi area. At this time, there was no fires in the James Bay, in the USG. Shortly afterwards, on July, this was in July, that weekend of the July 9, and we had, so we were informed the fire had started on Bully Diamond Highway, and that was not too far, from the highway itself, and that eventually closed the highway due to smoke and fire moving in closely and very fast. Again, it was a dry season. I was in a meeting in Montreal with all the chiefs. We just sat around a table and we couldn't sit still, and all of us, our phones were ringing. And we were getting informed by our PSOs that a fire has already started, on Bully Diamond Highway, and there's a few other fires that have started close to the communities. And on July 12, again, two fires started in East Main territory. 40 kilometers out, that was south of East Main, and the other one was about 15 kilometers south, but very close to the hunting camps in and around there. They're only 4 kilometers to the coast. This is where the major camps are. We have a little over 60 cabins in those 3 campgrounds. That's the prime area for goose hunting, so a lot of the cabins are in and around that area. Our tallyman, the people that own the cabins were worried, and they wanted to make sure that they were taken care of. And it was not an easy process, during that time, on July 12, during our sessions, there was already a few platforms that already took place. So the first platform, with the MNRF, the regional government and the chiefs, and the second platform of meetings was with SOFU, public safety officers and Indigenous Service Canada, and the third one was with the Cree Health Board. And we wanted to make sure we had the same message, but we asked for one platform overall, just to make sure that we all received the same message. Because when I had my sessions with the PSO and so forth, it was not the same message we received on the initial platform that we sat on. So that's why we just the communication that was delivered would be the same communication overall.
So it was not an easy process to be able to make that decision, right off the bat. And so considering the risk factors, the wind conditions, it was dry in James Bay, and again, so how fast does the fire move? So these are the questions that we asked, and these are the questions that our Public Safety Department and our Emergency Measures team took into consideration. Initially, to avoid havoc later on, when the fire should come closer to the cabins on the access road, they mobilized themselves to clear all the ground, the peat around the cabins, and cleared the trees. And this is from experience from the previous fires. So when they did that, and when they cleared everything, luckily this year, no cabins burnt, whereas before we lost everything in its path. And our last meeting on July 12th, and I had a meeting, evening session with the PSO and so forth. So when we evaluated everything, so they evaluate the fires, the movement of the fires, the condition, the wind change, next day, where's the wind coming from, and how, the wind speed. They gave us a 72-hour window, that was our safety net. And so we sat down at the end, so we have that time. So we'll get up early, so we evaluate it again tomorrow. But that didn't happen. A few hours later, at 1 o'clock in the morning, I get a call from the Cree Health Board. Said, Chief, we got to evacuate now. I said, whoa, so just a few hours ago, I was informed that we had a 73-hour window. So, I got the initial team, the emergency measures team, and everybody else involved. I said, let's call a meeting. At 1:30 in the morning, so we had a meeting. So we evaluated everything. And based on the conditions that we had a few days ago, which is the health issues, there was a wind change. Like I said, James Bay is unpredictable. There was a wind change. The fire from that was 40 kilometers out has already moved in, and to about 20 kilometers. So that's how fast it moved. And the smoke from that, we couldn't even see across the street. That's how thick it was. So the next day, there was quite a few members, from the community that went to the clinic, complaining of respiratory issues. And a lot of them, were healthy. So based on that, that's when the Cree Health Board and us made a decision to have an emergency medical evacuation, at 1 o'clock in the morning. So they were in motion already. And so the SOFU and the rest of the team said, let's evaluate at 7 a.m., how fast that fire is going to move. It was at a lake that was big enough that would slow it down, but, the smoke conditions, and if it should jump, and so the estimated movement would have been 12 kilometers that day. So that would have brought the fire closer. And this is the intact area that was, from 2013, and it was dense forest, and it was dry. So we said, if it should catch, on fire, it's going to move fast. It's dense. So based on that, so at 7 a.m., so the fire had already jumped right across Coldwater Lake and the river. So our team made a decision to have an evacuation. So that's when we called for an evacuation at 7 a.m. So everything went in motion. The evacuees that we had a little over 700 evacuees. 580 of them were phase 1 and 2. This is with medical conditions, mobility issues, and children under 5 years old. And of course, one of the challenges we face, if it involves your family, even if it's one, that means you got to take the whole family. So that's part of that group. So we didn't want to miss anybody, because family members would not leave without the whole family. That's how it works. And we had over 200 on phase 3. And we had a little over 100 people that participated in Gatineau that were stranded. So we told them to remain in Gatineau, but some already moved to Val-d'Or. And so when we had our command post, we set one in Val-d'Or. So we had our initial command post in East Main that would handle everything, and another command post that was destined for Rouen. This is where the evacuees would go.
What remained in East Main at that time was basically just people that were involved in the emergency measures plan. Okay, that was the police, total 55 people. The police, first aid responders, firefighters, forest firefighters, public safety, animal control, airport staff, public works, and volunteers. That's what remained. At that time, all the doctors and nurses opted to evacuate, and we had no doctors or nurses in town. There was one staff from the clinic that would keep the clinic open just in case of an emergency, and we had a doctor on standby that would coach the first responders if there should be any incident. We had our contingency plans for the people that were there, and there was an island, not too far from the shore. It's a fishing spot, and so we already had a contingency plan for the 55 people and the animals, the pets. Indigenous Service Canada is the one that mobilized everything from the outside. So they arranged all the flights, Chinooks, Air Quebec, Air Inuit. And the initial plan, from there was we're going to evacuate to Radisson, from Radisson, take a plane to Rouen. That was the initial plan. That didn't work. There was a forest fire near Chisasibi, and so the smoke engulfed the airport. The secondary plan was Moosonee. It's a 30-minute flight to Moosonee and then Boeing to Rouen. Again, there was a fire at Wapscat, and the smoke engulfed the airport in Moosonee. So we went with the third plan, so straight to Matagami. And then so the Indigenous Service Canada had to make sure that there was transportation and that there was, Red Cross already stationed in Matagami, for food, for catering for the people that are going to be traveling by bus to Rouen. So they had to make sure that they had enough buses. The emergency measures team with the command post, so they had everything under control. They had their teams. They wanted to make sure that the plan was executed locally. And so we had our communication plan all set, and it was, through radio, social media. I went on Facebook a lot. It was live, just to communicate with everybody else in town and the ones out of town, so that everybody would receive the message. The local radio would only go local. We didn't have a regional radio at that time that would be able to broadcast to our members that were stranded in Val-d'Or and in Gatineau. So again, they prepared everything. They wanted to make sure that the transportation locally, with the list was there, okay, for flight 1 all the way through. And so they arranged the transportation for all the flights to make sure that the list is there. And they got on the flights, and they had the list, and there was a list that was received in Matagami. It would be the same people to double check everything. And another list to get on the bus from there, and the receive list in Rouen. So that's how we arranged everything to make sure that we accounted for everybody. And it was not an easy process, it was not an easy task, because when plans change on you from 72 hours to instant at the flip of a coin, you have to make these decisions, and the plans have to be ready. So I was really pleased that the plans were there, the plans were set, for the people that were evacuated, and everybody was accounted for, and so everything worked out. From the police standpoint, so they wanted to make sure they established order. I know it's chaotic, on evacuations, so they wanted to make sure everything was order was established. They wanted to make sure the homes were secured and everybody was out and accounted for. Animal control, same thing. So they took care of the pets. They mobilized them to one area, to one location, and they even had a plan to have them evacuated as well. But that changed because the smoke and fire was moving in. And again, the plan for them was to evacuate all the animals, all the pets, to an island that's close by. The flight arrangements: the first flight arrived at 11 a.m. 10-minute intervals for Chinook all the way through. Same thing with Air Quebec, so they did what they could to be able to transport, whoever, anybody that was with mobility issues, and straight to Rouen instead of going to Matagami by bus. So that was all arranged.
And the last flight was at 4 p.m. And the last bus arrived in Rouen was at 11 p.m. So it was a task that was very difficult, very long for for the members. But a lot of them had an experience they've never experienced before. It happened so fast, and we had to mobilize everybody fast and quick. At noon that day, the ash from the fire, which was less than 20 kilometers out, started to rain down in East Main. So again, this was alarming to everybody. This was alarming to the team. They just wanted to make sure they mobilized everybody. The firefighters and the Capital Works started to clear everything around to protect the infrastructure in East Main. They double-checked everything at camps as well, just to make sure that everything was still good, everything was still intact. And they also worked with Hydro-Quebec to clear the infrastructures, on the hydro lines as well. And just to make sure that all the hydro poles that were there, everything was cleared around it. So at the same time, the forest firefighters that were in from Sofu, and to help with the ground, from the ground to help fight the fire around the infrastructures. So they also certified, our personnel as well, and so that helped. We already had 16 forest firefighters that were certified, in addition to the other people that were certified. So it became 23. So which was good. So that helped our team a lot, and so they got to work with they got to work with the forest firefighters. Finance administration, again, this was another challenge that we had to oversee. So they needed to make sure that everything was there and materials, the functions of the team, and to make sure the accommodations are taken care of. So for phase 1 and for phase 2, that's the medical, anybody with medical conditions. Here in Rouen, I think when we got in, I think a big thanks to the team that was already here, that had everything set up for the shelter. It was here at the arena, just close by, and the team was already set up. The Red Cross was there. We had a triage center, from the Cree Helport side, all set up, and that's for them to take care of the elders, anybody with medical conditions. So there was a shuttle service as well, for our members, and that's for the little things, or even a shuttle service at a hospital if need be. Catering was done. Again, catering was a challenge to feed a little over 700 people. And when you're in hotels, and this was a challenge, you have to have your list to make sure that everybody's fed, everybody's accounted for. And so our team that was working under the administration had to make sure that they accounted for everybody. Everybody's name was checked off. We had a list. Then they checked everything off for breakfast, lunch, and supper, just to make sure that everybody was fed, and that food had to be delivered. It was even more challenging. So when it comes to the hotel, like initially when ISC, Indigenous Service Canada, made the choice for Rouen, they looked at the first day. So we have 111 rooms available, but the second day, for the next 10 days, it was not not accounted for. It wasn't looked at. So it was very challenging. So it was good, but overall it worked. But it was for our elders, for them to move in and out of the rooms each day, it was very taxing for them. Mm-hmm. So we made a decision with the Cree Helport to mobilize 16 of the most vulnerable to the Cree Helport in Montreal, so where it would be stable conditions for them. So that's what we went through, and everything worked out in the end. But overall, when 10 days later, when it was time to return, so we went through the same process, but we had to reverse it. Like it was a very challenging process. It was not an easy decision to make. An emergency evacuation at 1 o'clock in the morning for medical, and then again at 7 a.m. But when you consider the conditions, we had to make that decision, and it happened very fast. So we were prepared, and I'm glad the team was all set. I know not everybody was trained, but I'm really glad we went through the review process for everybody to understand what their roles were. Thanks. Thank you, Chief. I'm sure everybody was sitting on the edge of their seat. It's such a fascinating story, and
I wish this panel lasted 2 hours because I have a boatload of questions. I'll keep them for the end if we have some time. Monsieur Luc Tremblay, de votre côté, la municipalité doit se présenter à recevoir 700 évacués. Vous devez être efficace, et ce, très rapidement. Nous pouvons imaginer que les défis de logistique sont nombreux. Comment la Ville s'est-elle préparée? Comment s'est déroulée la séquence des événements? Quels ont été les défis et est-ce que ça s'est bien passé? Alors bonjour à tous. Beaucoup de questions qui prendraient probablement un autre 2 heures à répondre de par la complexité. Alors en effet, un sinistre ou une situation d'urgence comme ça n'arrive jamais dans un moment où est-ce qu'on est prêt, on attend, on a notre personnel au complet en place. On comprendra qu'au mois de juillet, beaucoup de personnel sont déjà partis en vacances. Je suis sur un terrain de golf et le téléphone sonne. Donc, ce n'est vraiment pas un bon moment à ce moment-ci. Pour recevoir justement l'appel de la sécurité publique, à savoir est-ce qu'on aurait la capacité à la Ville de Rouyn-Noranda d'accueillir une communauté, la communauté de East Main, entre 500 et 700 personnes cette nuit. Vous comprendrez que dans tout sinistre, les premières informations, le déroulement d'un sinistre ou d'un événement, il y a toujours une période chaotique un petit peu parce qu'au moment où est-ce qu'on prend la décision, Chief Chenouche l'a mentionné tantôt, l'information du soir n'est pas la même que l'information dans la nuit. Elle change rapidement. Donc, il faut se repositionner. Et c'est ce qu'on a dû faire tout au long de l'événement, naturellement, parce que les informations changent au fur et à mesure que le temps avance. Donc, première chose que, comme coordonnateur municipal de sécurité civile, on doit faire, c'est est-ce qu'on a la capacité comme ville d'accueillir cette quantité de personnes-là. Quand on parle d'accueillir, ce n'est pas juste de les asseoir dans un grand centre puis attendre que ça passe, c'est tous les services qui viennent avec. Donc, c'est mobiliser tout l'ensemble de l'organisation municipale de sécurité civile. C'est de nourrir, c'est de loger, c'est d'ouvrir un centre d'hébergement d'urgence et de s'en occuper. Donc, c'est des grandes questions. Naturellement, ce n'est pas la décision d'un seul homme, c'est une organisation complète. Donc, les téléphones se font rapidement auprès de la direction générale, auprès de Mme la mairesse, à savoir est-ce qu'on a la capacité puis est-ce qu'on accepte d'accueillir la communauté. Naturellement, dans ces moments-là, on veut tous accueillir puis on veut tous rendre service, mais pour bien rendre service, il faut savoir est-ce qu'on a vraiment la capacité de le faire. Donc, après évaluation, on a quand même un plan municipal de sécurité civile. On a inventorié dans les dernières années chacune des salles qu'on avait à la municipalité, chacun des centres qu'on avait à la municipalité, et on a identifié dans cette grille-là, ce qui nous a beaucoup aidé, combien de pieds carrés, combien de places assises pour servir dans le cas d'un service d'aide aux sinistrés, d'un centre de services aux sinistrés, ou combien de places couchées que je pourrais mettre parce qu'il y a des règles d'espace pour les centres d'hébergement d'urgence, ce n'est pas les mêmes. Est-ce qu'il y a une génératrice? Est-ce qu'il y a des salles de bain en quantité suffisante? Est-ce qu'il y a des douches? Est-ce qu'il y a un ascenseur, accès handicapé, etc.? Est-ce que c'est à l'électricité ou est-ce que c'est au gaz? Dans le cas où est-ce que notre municipalité était impactée par un sinistre et qu'il n'y avait pas d'électricité ou qu'il manquait justement de gaz. Donc, tous ces paramètres-là sont consignés dans un grand fichier. Et ce n'est pas juste de décider, oui, on a une place puis tout le monde va là. Ça dépend de la quantité de personnes qu'on a à héberger. La première information qu'on avait, c'est entre 500 et 700. Mais on savait qu'eux autres s'en venaient avec leur communauté vulnérable en premier. Et on avait fait un inventaire de chacune des places dans les complexes hôteliers de la ville pour savoir dans les prochaines journées combien de chambres étaient disponibles. Parce que ce qu'on a appris, c'est qu'ils étaient très organisés. Et heureusement, ils viennent avec leurs accompagnateurs. C'était facile de leur rendre service et de les accueillir dans ce contexte-là. Ils arrivaient vraiment avec leurs organisateurs, avec leurs accompagnateurs et s'occupaient de leur clientèle. Donc, c'est un fardeau de moins, déjà là, d'accueillir une autre communauté dans notre municipalité. Donc, la décision a été prise. La première décision a été prise. On avait réservé une école, une polyvalente,
pour accueillir les gens, pour les mettre dans des classes, et tout organisé parce qu'il y avait tout là. Mais il faut savoir qu'on est un vendredi et par le temps que la visite de la polyvalente se fasse et les décisions se prennent au niveau du centre de services scolaires, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 événements, 2 mariages puis une soirée. Les salles étaient tous occupées, bondées. Les gens avaient tous déjà réservé. Les traiteurs étaient tous déjà en train de déplacer pour le souper leurs équipements. Donc, il a fallu qu'on change notre mode, notre orientation. De là à, dans tous les sinistres, dans tous les événements, avoir la capacité, avoir une résilience, la capacité de se repositionner selon les nouvelles informations. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment identifié le centre, là, donc l'ARENA, pour être le centre de services aux sinistrés, qui est un centre de réception de masse. Beaucoup de personnes, on s'entend que ces gens-là venaient, on voulait leur donner le meilleur endroit possible, mais c'est dans une aréna, c'est pas dans une chambre d'hôtel. Il n'y a pas le confort, il n'y a pas les salles de classe. C'est une communauté au complet logée dans 2 espaces différents, un plus familial avec les enfants, un autre plus global. L'air est chaud, même si c'est une glace l'hiver, ben il n'y a pas de climatisation. Donc, beaucoup de détails à penser. Et il a fallu monter une ville au complet dans cette aréna-là. On a mobilisé nos services, toutes nos missions, nos services aux personnes sinistrées qui ont fait un travail excellent. Et ces gens-là, ben, il fallait qu'ils pensent à tout ce qui est l'action d'alimentation, d'habillement, vêtements, si les gens avaient des besoins particuliers. Et on parlait d'animaux. Les animaux de compagnie sont très importants pour les gens, pour les communautés. On avait même une personne qui s'est organisée pour aller chercher des cages qui avaient été originalement utilisées dans le secteur de Val-d'Or auparavant, les semaines d'avant. On a ouvert un centre spécifique pour accueillir les animaux dans un des bâtiments. C'était très complexe, mais c'était très enrichissant. Et on s'est rendu compte, même avec les gens en vacances, avec le personnel différent, que les gens de la ville de Rouyn-Noranda se sont adaptés et que la communauté collaborait énormément et s'occupait eux autres mêmes aussi de l'ensemble de leurs membres de la communauté, tellement qu'ils nous empruntaient des balais, ils s'occupaient de nettoyer, de balayer. Donc, vraiment une prise en charge très respectueuse. On a vraiment eu une belle collaboration, ce qui a permis d'amoindrir les désagréments de vivre dans une communauté, dans un complexe ou dans une commune, si on pourrait dire, là. Donc, il y a des désagréments, il y a des activités qu'il a fallu mettre en place pour les enfants, des besoins particuliers. Donc, on a été en mesure je pense, de livrer la marchandise et de parler de façon régulière avec les responsables des mesures d'urgence de la communauté. Un grand défi, je vous dirais, si j'ai à identifier les défis, c'est accueillir notre population, nos citoyens, puis prendre des décisions à notre table en coordination, ça se fait quand même rapidement. Accueillir une autre communauté, bien, il faut établir quels sont leurs besoins, puis il faut qu'on les écoute, il faut qu'on réponde à ces besoins-là. Donc, il y a comme une espèce de période d'adaptation à avoir, parce que c'est eux autres aussi qui nous énoncent leurs besoins, leurs préoccupations. Et Ville de Rouyn-Noranda, on n'a pas d'entente avec la Croix-Rouge pour les services d'aide aux sinistrés, tandis que je crois que Eastmain, ou Service autochtone Canada, a des ententes avec la Croix-Rouge. Donc, il y a eu des complexités administratives, mais au bout de la ligne, ça n'a pas paru parce que les gens étaient sur place, la Croix-Rouge a collaboré, était sur place, tout s'est attaché au fur et à mesure, mais c'était juste une complexité supplémentaire. Au-delà de ça, ça a duré quand même une douzaine de jours. Beaucoup de gens ont décidé de délaisser le centre pour aller se loger dans les hôtels, chez des amis. Donc, les gens avaient le droit d'aller se trouver des endroits beaucoup plus propices et appropriés qu'un aréna ouvert avec des lits de camp. Et c'est très normal. Donc, l'offre alimentaire était à évaluer à chaque fois. Donc, on faisait toujours une rencontre ou une coordination avec les gens pour savoir jusqu'à combien
de personnes on devait servir à chaque jour, à chaque déjeuner, dîner, souper. Parce qu'il faut se rappeler encore là que c'est la première et la deuxième fin de semaine qu'on a hébergé les gens. Il y avait des mariages, les traiteurs étaient tous pleins bookés à pleine capacité, ils étaient en manque de personnel, donc il y avait beaucoup de contraintes. Donc on a fait nous-mêmes, avec la collaboration des gens qui ont pris le téléphone et qui ont dérangé des gens à toute heure. Donc je pense à Ben Dehaye tantôt, les gens qui étaient ici. Il y a eu des liens directs qui se sont faits. On a fait rouvrir des magasins, on a fait la livraison du service alimentaire tel qu'il était attendu par la communauté, je crois. Au bout de la ligne, les gens de la ville de Rouyn-Noranda ont fait un post-mortem de cet événement-là. Il faut se souvenir que tous les citoyens étaient aussi en tension à Rouyn-Noranda en même temps. Tout brûlait alentour et c'était partout au Québec en même temps. Donc, quand on planifie, quand on fait un plan de mesures d'urgence, on planifie, c'est en fonction d'un événement, puis on a la capacité d'intervenir. Si ça déborde, on peut aller chercher un petit peu partout ailleurs, mais là, c'était partout au Québec. Partout au Québec, puis on sentait que même notre personnel était comme en tension parce qu'on était vulnérable. Aussitôt qu'il y avait un peu de boucan dans un coin reculé, un rang, on était vraiment tendu parce qu'on était aussi, nous autres, touchés et on était impactés par un possible début d'incendie de forêt. En conclusion de ma partie, je vous dirais que on a appris à connaître la communauté de East Main, on a appris à connaître les dirigeants, on a appris à connaître les personnages, un ancien fire chief qui était là, qui s'occupait de la communauté au complet, qui venait nous voir, faisait le lien. En fait, ils se sont vraiment beaucoup occupés de leur propre communauté. C'est ce qui a aidé. On était capable d'offrir, nous, le service dont ils avaient besoin. Et on a appris beaucoup de cette expérience-là. On est très heureux d'avoir pu accueillir la communauté de East Main. Et ça a créé des liens, c'est certain. Et on espère là, que ces liens-là vont continuer dans le futur, naturellement. Merci beaucoup, M. Tremblay. We're having technical issues. There's a problem with the internet network. That's why the translation stopped midway during the Mr. Tremblay's summary of how it happened in Rouen. I'll try to summarize really fast, the last part, the part that you might have missed. They had to build a city, basically, really fast, and they had to respond to all the needs, and there were a lot of stakeholders and collaborators. They didn't have an agreement with the Red Cross, but because the Cree had it, well, then they got to, the Red Cross also got involved. During the process, they got to know the community of East Main a lot better, and they wish that the relationship will continue in the future. So I'll continue in English with Ms. Boisvert. The Windfall Gold Mining Project is located south of the 113 on the Waswanipi First Nation territory. The fires came very close to your infrastructures. We can imagine that decisions had to be made in terms of logistics. What were your challenges, and did these situations lead to collaboration and mutual aid with the Waswanipi community? Thank you. The Windfall Mining Project is located 100 kilometers east of Lebel-sur-Quévillon and 80 kilometers south from Waswanipi and Chapet. It's a very isolated site. There are 4 different access roads that can lead to the Windfall site. And we got news from the Ministry of Natural Resources and Forest on June 1st that there was a high likelihood that they would have to close out all the public forests.
and to be ready for full evacuation. So we started preparing for the evacuation of our people, not knowing what was happening and how fast the fires were moving. Our main access road that we use is through Lebel-sur-Quévillon, so it's about a 2-hour bus ride to make it to the site. And during the day where we did receive the call, which was actually the following day, we put our plan to evacuate everyone in place. So we called our bus services, as well as our aviation company that provides the chartering of our employees, and we mobilized them to come and pick up everyone at Windfall around 4 o'clock in the afternoon. During that day, everything went crazy. The fires started around Lebel-sur-Quévillon, and they were moving very quickly. So we reached out to the city of Lebel-sur-Quévillon seeing, are you guys okay? Can we help in any way? And that's when they actually informed us that they had closed the airports. So we had to find an alternative to get our people out from the forests. Our buses also arrived in Lebel-sur-Quévillon, but there was no way for them to go east because the fires were located on the main paths that led to Windfall. Out of the 4 forest roads that we could use, there was actually only one that was available, and we managed to find that one during the evening while we were driving around everywhere. There was the Feu-en-Chapet at the same time, so that was one of our main routes, and the 2 ones to the west didn't work out, so we had to go out through Desmarais-Ville. The city of Lebel-sur-Quévillon actually used our buses and our planes that were already at site to evacuate the city during that evening, and we had new buses and planes chartered. We decided to evacuate everyone through the Chibougamau-Chapet Airport, and we came into some issues there as well because we wanted to get everyone in and out as quickly as possible. So we found a 737, we were very happy. And then we learned that there was no stairs that could load people from on the plane. So small logistical challenges like this that just illustrates the type of decisions that you have to make in real time and how when you're really happy you found a solution, well, obviously things will change in the next minute. So you just have to be ready to make a new decision and move through. During the evening, the buses made it to Windfall and we took the people out. We did a few round trips, Chibougamau-Chapet, Quebec City, Montreal, Bagotville, and the buses left and brought everyone back home. And then the hard times hit because the following, that was a Saturday, and the following Tuesday, the fires came through the Windfall site. It's very difficult when you have no one on site because we couldn't even leave one person there to look at the NASA fire map and to see the red dots appearing on your infrastructure and not having any idea of what will be there when you get back. And so the following day, the SUPFER informed us that they had flew over and that our infrastructure was still present, but the forest all around it had actually burnt. And so we were very lucky in the sense that, we had only very minor damage of our infrastructure, but still everything around our site had burned down. During that time, we reached out to our partners in Waswanipi to see how we could help. And we were talking on a regular basis with them because they were concerned for us and we were concerned for them. So we wanted to make sure that we were working together. And on the following Tuesday, a week later after the fire had gone through Windfall, the Waswanipi community evacuated towards Quebec City. And things were moving very fast. There was no fires around Waswanipi, so they weren't in danger associated with the fires, but the long-term exposure to smoke had become a health hazard, and so the most vulnerable populations got moved to Quebec City. During that time, we used all our resources, and we actually moved the team to Quebec City to accompany the community there. And we used our sponsorship and donation program to organize activities for the youths and the families, bringing them to the aquarium, to different jungle gyms and activities for the families and rock climbing and name it, we found it, and we brought the families there from the evacuation centers, and we got them on a bus and just brought them in and out during the days, trying to keep them busy. So that's mainly how we collaborated with Waswanipi, and we just kept in touch. And their second evacuation, which was towards Trois-Rivières, was the same thing that happened.
We managed to go back to the site only at the mid-July because the Supfer had actually mobilized our camp to house their forest fires. And during the time in between, we had to gain access to the site and obtain a daily permission from the Deputy Minister of the Ministry of the Forest, which required the approval of the Supfer and the Sûreté du Québec. So you can imagine how complicated things can get when every morning you have to wait with your float plane somewhere along the Réservoir Gouin with your team on standby just wanting to go to site and access, because at this point the only way in and out was through a float plane. So we did manage a few days to get in and to just secure the site, because advanced exploration site like the one at Windfall, there are dangers associated with leaving it also with no surveillance. We have explosives and hazardous materials. And so we have to take that into account when we make decisions with regards to risk management, because there could be long-term consequences of leaving a site also without surveillance. And that, I think, is something that we work through a lot with the Sûreté du Québec and the Supfer to understand our own realities and the fact that we needed to get fuel to Windfall because our generators were going to go out, and everything would start it would be a series of dominoes falling, and we would lose a whole bunch of infrastructure that would ensure the safety of our operations. So those are mainly the challenges that we faced. And as an industry, I'm really proud of saying that there are 12 mining exploration companies and one mining company that have pulled together and accumulated $310,000 towards the rebuilding of camps that burned down in the Cree Nation territory. And Windfall Mining Group is one of those companies. I think it shows the collaboration that exists between mining companies and the Cree Nation. Thank you very much. Madame Guimont, votre rôle à la sécurité publique vous amène à avoir un regard global de la situation. Quelles sont les plus grandes complexités de la situation en tenant compte de facteurs comme la sécurité, les impacts sur les communautés et les répercussions plus générales? En dedans de 10 minutes, s'il vous plaît. Je vais être disciplinée. Je commencerai en vous disant que, comme Luc, j'étais en congé quand ça a commencé. Donc, j'ai eu un rappel au travail assez rapide. On se rappellera aux alentours du 31 mai, 1er juin. On a la ligne de foudre qui a passé et qui est venue changer la dynamique des incendies de forêt. On en avait autant du côté de l'Abitibi, et par le temps où ça s'atténue en Abitibi, et là, ça commence dans le nord du Québec. Alors, on a été mobilisés, mon équipe et moi, et avec les communautés aussi, jusqu'au 28 août, là où on a eu notre dernière rencontre du Task Force, justement, pour dire, là, après 3 mois, on a terminé cette partie opérationnelle. Je vous dirais que ça a comporté un grand lot de défis, un événement comme ça. Il faut se souvenir que les feux étaient d'une superficie jamais vue. La localisation, le positionnement, c'était autant près des communautés, c'était près des voies d'accès aux communautés Cree, près des grands axes routiers du nord du Québec. On en avait sur la route du Nord, la route Billy Diamond, la Trans-Taïga. Donc, tous les secteurs étaient vraiment touchés à ce moment-là. Là, on essaie d'avoir un portrait global de tout ça parce que, vous savez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie en tant que coordination gouvernementale, que ce soit les communautés ou les municipalités, à partir du moment où un événement va dépasser la capacité d'intervention, leur capacité d'intervenir pour régler les enjeux. Là, il faut se trouver quand même une façon d'être capable de les cibler convenablement, ces enjeux-là, parce que c'est des axes routiers sur lesquels, notamment, il y a beaucoup de circulation pour des services essentiels, pour l'alimentation, l'essence. Donc, tout passe par ces grands axes routiers-là. Une des choses qu'on a constatées, la circulation de l'information, c'est la clé de pouvoir régler et de pouvoir travailler sur les enjeux, d'avoir les bonnes personnes à la bonne place.
Généralement, on travaillait, on appuyait Service autochtone Canada, et là, à force de parler avec les différents intervenants, on se rendait compte qu'il nous fallait une autre tribune pour venir à bout de connaître les vrais enjeux dans les communautés pour être capable de répondre aux besoins. Et c'est là qu'a été créé un task force. On avait des rencontres à tous les matins et parfois même en fin de journée. Ce task force-là était composé, entre autres, oui, de Service autochtone Canada, coordonné par la sécurité publique. Il y avait les Public Safety officers de chacune des communautés. Les chefs autochtones étaient là, le gouvernement de la Nation Crie. J'en oublie certainement quelques-uns, mais c'était essentiellement les principaux partenaires qui étaient là, vraiment pour nous donner un coup de main pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passait. Vous comprendrez qu'un événement comme ça, on a eu des enjeux au niveau de la protection des infrastructures essentielles, des municipalités, des communautés. Donc, c'était tellement gros. Et là, comme je vous l'ai mentionné, il faut se rappeler qu'il faut faire monter des convois aussi. Et la route de la baie James, notamment, ce n'est pas un axe routier qui est très court. C'est quand même un bon 640 kilomètres. Comment on fait pour assurer la sécurité des gens qui ont envie d'y aller? Parce qu'on se souviendra qu'au moment où c'est arrivé, il y avait un tournoi de hockey à Ottawa et il y avait des gens qui voulaient revenir dans les communautés aussi. Donc, on avait cet enjeu-là. Et aussi, avec les fumées et les feux à proximité, on pouvait il y avait la possibilité parfois de faire monter des camions, mais est-ce qu'ils vont se rendre à destination? Ça ne fonctionnait pas toujours. Donc, comment on arrive à remédier à une situation comme ça? Et c'est vraiment avec le task force qui a été mis en place qu'on a été capable de bien identifier les façons de faire. À un moment donné, il a fallu se rendre compte que la circulation par voie routière était trop complexe et dangereuse. On peut envoyer un camion avec des denrées parce que les enjeux alimentaires, on veut avoir de la nourriture qui est fraîche, on veut en recevoir de façon régulière. Ça ne fonctionnait plus par le routier. Donc, on avait déjà eu l'expérience du pont Touzel, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait un comité ravitaillement parce qu'il n'était plus possible de circuler sur la Côte-Nord, donc pour alimenter des populations. On a fait un appel au central, on a dit, là, on a besoin de votre aide, donc il faut créer un pont aérien pour arriver à bien desservir les communautés autochtones. Avec ça, bien évidemment, il faut connaître les besoins. Quels sont les besoins? Donc, c'est à travers ce comité-là, le partenariat aussi avec le ministère de l'Agriculture, avec les partenaires, donc les distributeurs alimentaires. Il y a un gros travail de fait parce que ce qu'il faut savoir, c'est que préparer des denrées pour la circulation sur route, c'est pas la même chose que d'envoyer ça par avion. Donc là, ça posait quand même un autre défi supplémentaire. On se pose la question, est-ce qu'on va avoir des fenêtres d'ouverture, donc pour être capable encore de faire circuler certains véhicules lourds, parce qu'il faut savoir qu'il y a un approvisionnement en essence qui baisse aussi dans chacune des communautés qui est nécessaire. Comment on fait pour surveiller la route de la baie James? Comment on fait pour s'assurer que c'est sécuritaire pour tout le monde? Et c'est là que ça a pris tout son sens, cette coordination-là, avec l'ensemble des partenaires, avec les PSO, avec la Société de développement de la baie James qui ont mis l'épaule à la roue. Donc, c'est des tronçons qui ont été délégués soit à certaines communautés, à la Société de développement de la baie James, et à chaque matin, on était capable d'avoir un rapport concret en lien avec soit la proximité des incendies, avec aussi les fumées, parce que c'est un enjeu aussi, ces fumées-là, à savoir, est-ce que la visibilité est assez bonne pour pouvoir se rendre, et on se rend jusqu'où? Mais là, une fois qu'on est rendu, est-ce que le camion peut revenir aussi? Donc, au fur et à mesure que l'événement progressait, on devait s'ajuster rapidement, sortir du cadre aussi, de dire, bien là, il faut vraiment travailler ensemble. On a appris à se connaître, vraiment pour s'assurer que tout était sécuritaire à chaque action qui était posée. Une des
Je dirais une des plus-values qu'on a, c'est qu'on a la présence de la Santé CRI sur notre organisation régionale de sécurité civile avec Jason Konichiche et on a aussi Reggie Tomato qui est avec nous. Ça nous a donné un précieux coup de main pour se tenir toujours à jour dans les évacuations, que ce soit des personnes qui sont vulnérables, les phases 1, les phases 2 et l'évacuation des populations en général, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en amont, il faut être capable de parler avec les municipalités d'accueil, à savoir s'ils ont cette capacité-là, un peu comme Luc vous l'a mentionné. En plus, on est dans la période des festivals à bien des endroits, donc c'est pas toujours facile d'arriver à trouver des endroits pour bien localiser, mais aussi bien coordonner avec les autres municipalités. Donc, il y a eu quand même beaucoup de défis entourant tout ça. Je vous dirais, oui, c'était partout sur le territoire, mais on a été quand même capable de bien travailler ensemble pour dégager les enjeux principaux qui touchaient, entre autres, aux communautés sur l'ensemble du territoire. Ça a été long. Quand on a commencé la coordination gouvernementale, dans notre bureau, on était 2. Donc, ce n'est pas beaucoup pour l'ensemble des événements. On a eu du renfort de partout au Québec, des conseillers en sécurité civile qui sont partis. On a eu de la Gaspésie. En fait, toutes les régions, sauf la Côte-Nord et le Saguenay, qui étaient eux aussi touchés par les incendies de forêt. Donc, à partir du moment où on coordonne un événement de cette ampleur-là, vous savez, j'ai été responsable des opérations pour les inondations 2017 en Outaouais, pour les 2019 encore en Outaouais. Et c'est du jamais vu, ce qu'on a vécu au cours de l'année 2023. On travaille les inondations, c'est de façon beaucoup plus lente, de façon beaucoup plus prévisible. On est en feu de forêt avec des intensités sans précédent, avec des progressions très rapides et parfois imprévisibles avec le changement des vents. Et ça, ça nous a amené justement à avoir une résilience, aussi une résilience, mais aussi une grande capacité d'adaptation. Le dernier point que je veux aborder, c'est vraiment l'aspect psychosocial. Vous savez, il faut prendre soin de nos équipes dans des événements comme ça, surtout quand on est dans une durée très prolongée. On parle de plus de 90 jours de mobilisation, autant dans les communautés que pour les gens qui travaillent, que ce soit les intervenants, nos gens. Et nous, on avait tendance à penser à être psychosocial, mais toujours dans les centres d'hébergement, de s'assurer que les autres allaient bien. Mais il y a nous aussi là-dedans. Il y a vous, il y a les communautés, donc il faut apprendre à prendre soin des gens puis de ne pas oublier ce volet-là psychosocial pour nos intervenants. Si vous me dites aujourd'hui la saison a débuté de façon beaucoup plus tranquille que l'année passée, c'est vrai, c'est plus calme, on n'est pas encore à l'abri. Je vous dirais que les gens sont encore très vulnérables. On parle avec des gens autant dans les municipalités, et j'ai échangé récemment avec Jason Konichiche pour savoir comment ça allait chez lui, comment ça allait dans les communautés. Et vous savez, encore aujourd'hui, une simple odeur de fumée va créer une anxiété chez les gens. Ça nous ramène à 2023. Non, ce n'est pas la même chose, mais ça éveille des souvenirs. Je vous ai entendu parler, chef Chanouche, des gens ont perdu beaucoup de choses aussi. On se dit, il n'y a pas eu de perte de vie humaine, c'est vrai. Il n'y a pas eu de perte de résidence principale, c'est vrai. Par contre, quand on parle de mon chalet, de mon camp, c'est des choses qui sont près du cœur. C'est notre investissement, ça peut être notre gagne-pain. On parle d'un camp de trappe, vous en avez parlé aussi, il en a été question dans un autre panel. Et ça vient vraiment créer aussi une émotion qui est différente et qui perdure dans le temps. Parce qu'après, on est dans les grands constats de ce qui s'est passé. On n'est plus dans l'action à trouver des solutions. C'est que les constats et comment on va arriver à avoir un retour à la normale. Dans une municipalité, on nous disait, vous savez, quand les avions de la Sopfeu passent au-dessus du village, les enfants nous demandent « Oh non,
Est-ce qu'il va falloir évacuer papa, maman? Donc, on voit que les feux 2023 ont touché les gens à différents niveaux, mais que l'impact est encore là aujourd'hui. De là l'importance de bien se préparer, que ce soit au niveau du citoyen, des communautés, des municipalités, mais nous-mêmes aussi comme organisation gouvernementale avec tous nos partenaires. Est-ce qu'on sera toujours prêt au maximum? Non, il va toujours y avoir de l'imprévu, des surprises non attendues. Mais mieux on est préparé à y faire face, plus ça va être facile de jongler avec ce que ces situations-là nous amènent. Et c'est en ce sens-là qu'on travaille présentement. Des formations sur les feux de forêt. J'ai vu qu'il y a des documents du côté de la santé écrits qui sont en voie d'être traduits justement pour faciliter la gestion de ces événements-là, de la population à la coordination. Donc, c'est marquant ce qui s'est passé. C'est marquant pour tous de diverses façons. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours être préparé. On parle de beaucoup d'incendies, mais parfois il en faut un juste bien placé. Alors, voilà. Merci beaucoup. J'ai essayé de négocier plus de temps, mais on nous a déjà donné 10 minutes de plus. Puis j'ai même donné 5 minutes du 10 minutes que j'ai plus tard. Alors, je vais devoir conclure. Ce qui me fascine vraiment beaucoup dans chacun de vos témoignages, puis ce qui m'impressionne, ce que j'admire énormément, c'est votre capacité à trouver le point d'équilibre entre ce qui est planifié, ce qui est déjà prévu, planifié, ce qui est essentiel, et les conditions changeantes à une rapidité fulgurante. Alors, bravo. Moi, j'aimerais que tout le monde applaudisse. Moi, je dirais un grand merci aux gens dans les communautés avec qui on a collaboré aussi étroitement pour une première fois. C'est un beau lien qui s'est créé et on a vu une chose, vous êtes bien structurés. Et ça a été très aidant tout au long des événements. Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le fond, je vais vous donner une phrase chacun. One sentence, one last word before we close this. Commencer par Luc. Oui, bien, on va revenir, parce que là, vous venez de prendre votre minute de plus, votre énoncé de plus. Fait que, Luc, s'il vous plaît, puis on va terminer avec le chef. Je vous dirais s'adapter, croire en ses forces et tendre la main, on tend le cœur dans le fond aux autres dans des moments où il y a des besoins. Donc, je vous dirais le facteur humain, très important, et le facteur humain va permettre de réaliser pleinement les tâches qu'on aura à faire et accueillir des communautés ou accueillir les sinistrés. Là. Merci beaucoup. Madame Boisvert, un dernier énoncé. Bien, moi, je dirais que la seule chose qui est certaine dans des situations de crise comme ça, c'est l'incertitude. Fait que planifiez du mieux que vous pouvez, mais soyez prêts à vous adapter à tout moment parce que c'est ça la réalité d'une crise, c'est que tous les beaux plans qu'on a faits il y a une minute, ça se peut qu'il faut les recommencer la minute suivante. So, Chief, if you can maybe offer a closing remark in one sentence, maybe two, but I might do it. at the most. Okay, thank you. Miigwech, thank you. I guess one of the things we have our set of challenges in the Cree Nation. With one access road that leads to the north, and so when there's a fire, we're left with no choice but to evacuate, and it's difficult to evacuate to our Cree community, and especially for the most vulnerable. So most likely, the most vulnerable are going to be evacuated to the south, and so I was very pleased, with when we got evacuated here in Rouen. So the mayor, Dan Delara, and the general director, Mr. Tremblay, came to see us and basically just opened up and said, what is it we can do to help?
Again, this is one of the things they said. So we recognized right off the bat, on our end to see, okay, listen, there's a lot of challenges, but we also needed to provide a lot of respite, for the parents and for the staff that are here, that are being faced with a lot of challenges. It was havoc, for everybody. But at the same time, we did talk about, I know, from the mayor, they mentioned we're not prepared to receive. Now, like moving forward, what is it that we can do to be able to better prepare, for the South to receive evacuees from the North? And this is something I think that we need to plan out, to be able to receive, evacuees, to have a more accommodating and more prepared plan, for the evacuees, to make it a lot easier. And this is something I think we should be talking about. Sorry. Thank you, Chief. No, it was one sentence with a lot of commas. So, thank you all. Merci à vous pour votre attention. Merci.